Oui, bonjour à tous, donc je suis Régis Solheim de la société TVA et on est venu nombreux ce matin avec l'ambition de vous faire passer un bon moment en vous transmettant des informations issues de l'enquête qu'on a menée pour le CNSAF d'une part, mais aussi de vous faire participer à la réaction vis-à-vis de ces différentes informations. C'est-à-dire qu'on va vous solliciter, on va vous demander de répondre aux mêmes questions que celles auxquelles on a que celles qu'on a posées aux citoyens, pour voir dans quelle mesure finalement vous avez les mêmes perceptions ou dans quelle mesure finalement vous avez aussi un décalage par rapport à ce que peuvent ressentir les citoyens. Donc on a une ambition d'interactivité. On va avoir plusieurs interventions. Dans un premier temps, il nous présentera les résultats de l'enquête qu'on a menée. Et puis, dans un deuxième temps, Eric Singler, qui dirige chez nous le pôle Nudge Unit, études du comportement, viendra vous parler aussi de la façon dont on peut agir en faisant évoluer les comportements, qui peut être une voie complémentaire à des problématiques d'incitation fiscale notamment, et qui peut permettre aussi d'apporter une solution ou consolider les solutions qu'on peut avoir par rapport à la problématique de la qualité de l'air intérieur. Je ne suis pas venu tout seul, donc on va avoir dans l'équipe Simon qui va nous afficher en fait les résultats des questions auxquelles vous aurez répondu, et puis on regardera en quoi finalement ces réponses sont convergentes ou pas vis-à-vis de ce qu'on a pu mesurer dans l'enquête. Élise, qui est à côté de moi, viendra effectivement apporter son regard sur ces différences de perception. Et puis, moi j'aurai la chance de pouvoir dérouler la présentation de l'ensemble des résultats, et on filme en fait l'ensemble des débats de manière à ce qu'on puisse aussi vous proposer une restitution globale si vous le souhaitez. Je reviens dans un premier temps sur les objectifs de l'étude. Alors, ils ont été un petit peu dessinés tout à l'heure lors de l'introduction, mais aujourd'hui, on s'interroge, au-delà de toutes ces informations chiffrées qui sont issues des différentes études menées par les pouvoirs publics, on s'interroge sur la façon dont aujourd'hui les Français se positionnent, on s'interroge sur la façon dont ils perçoivent le sujet, dans quelle mesure ils le jugent comme un sujet préoccupant ou pas. Et donc on avait besoin de capter leur perception et de faire un état des lieux complet vis-à-vis de cette qualité de l'air intérieur. Pour le CNSAF, ce point de départ, cet état des lieux va permettre de savoir finalement comment développer un centre d'action en s'appuyant sur les déficits potentiels de connaissances et pouvoir développer un argumentaire plus ciblé pour amener les gens à avoir une qualité de l'air qui soit plus en phase avec les enjeux de santé publique. En termes de méthode, on a mené une enquête quantitative. On a interrogé un échantillon représentatif de Français, de 2000 personnes. Alors c'est un gros échantillon parce qu'on a aussi l'ambition de pouvoir décliner les résultats de cette étude dans chacune des régions, pour que vous puissiez vous approprier, vous, le CNSAF, si vous avez besoin de porter des indicateurs, de pouvoir utiliser les résultats à la maille régionale. Les enquêtes ont été menées au mois de mai, entre le 11 et le 27 mai, par Internet. Alors par Internet parce que ça permet à la fois de capter le ressenti de façon assez objectif des citoyens sur des sujets qui peuvent être impliquants et sur lesquels on peut amener aussi à déclarer un certain nombre de pratiques, et les études que l'on fait nous montrent que ils ont plus d'objectivité lorsqu'ils sont tout seuls face à leur écran que lorsqu'il y a un enquêteur à qui ils peuvent avoir envie de montrer qu'ils sont des citoyens engagés. Et puis également par Internet parce qu'on va être amené sur un certain nombre d'équipements pour lesquels on va les questionner. On a été amené à leur montrer des photos parce qu'effectivement, dès qu'on va rentrer des équipements un peu techniques, on a besoin de s'assurer qu'ils ont bien compris le sens des questions. Cet échantillon, il est représentatif de la population française. On s'est donné pas mal de contraintes, donc les différentes régions, les tailles d'agglos, le sexe, l'âge, la profession du chef de ménage, mais également le statut de propriété, le type de logement, maison, appartement, et enfin le nombre de personnes
habitants dans le logement. Alors, comme je vous le disais, donc on a une ambition interactive, hein, donc notre envie, c'est que vous puissiez participer également à la réalisation de cette animation. Et donc on a en fait, on utilise un logiciel qui s'appelle Slido, et on va vous demander de sortir, si vous les avez avec vous, avec des objets connectés, hein, que ce soit téléphone, tablette, voire portable, pour pouvoir télécharger cette application. Donc, je vais laisser la main à Simon pour vous expliquer les aspects techniques. Alors ne téléchargez pas d'application, c'est beaucoup plus simple. Donc en effet, sortez vos téléphones portables. Donc moi je m'appelle Simon, je suis responsable et marketing communication du groupe BVA. Donc c'est le seul moment où vous aurez le droit de sortir vos portables, c'est maintenant. Il vous suffit en fait d'aller sur Slido, slido.com, et de taper le code SINASAV. Une fois que vous allez sur cette application, en effet c'est un site internet, vous allez pouvoir répondre à des questions et on va vous faire travailler, enfin vous faire jouer plutôt. C'est plus intéressant de jouer que de travailler. Et on va vous faire vivre les résultats pour un petit peu vous tester, savoir si vous êtes plutôt cohérent avec les résultats qu'on a pu voir dans l'étude. Donc l'idée c'est de se rendre sur slido.com et de taper SINASAV. Oh non, il n'y a pas, le hashtag est déjà. Le hashtag est déjà. Et normalement, vous allez tous arriver sur une application où vous allez voir une interface et on va pouvoir vous pousser des questions. Vous n'avez rien d'autre à faire, je vous enverrai directement les questions. Est-ce que tout le monde est sur Slido? Oui, oui, oui. Qui n'est pas sur Slido? Qui n'arrive pas à aller sur Slido? Forcément, personne ne lève la main. Forcément. C'est une question un peu biaisée. Eh bien, pour tester, on va faire une première question ensemble, qui va être un petit peu pour se connaître, pour savoir quels sont les profils dans la salle. Donc normalement, vous devriez voir apparaître une petite question sur vos téléphones pour savoir, pour mieux se connaître, pouvez-vous indiquer si vous êtes une entreprise d'installation de maintenance, un industriel, un fournisseur d'énergie, un parlementaire, député, sénateur, un parlementaire, député, sénateur également. Oui. Il y a 2 députés sénateurs. Vous pouvez choisir lequel vous préférez. Non, une seule réponse. Après, vous pourrez cocher plusieurs réponses. Et là, vous pouvez voir en live, en direct, et on voit le nombre de participants. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui. On est 100. Pour l'instant, on est à 45. Il manque encore pas mal de personnes. 47. Beaucoup d'entreprises d'installation de maintenance. Alors bien sûr, cette première question est assez facile puisqu'en fait, vous voyez les réponses en direct. Toutes les réponses après, bien sûr, ne seront pas révélées en direct. On révélera les réponses après. 53 personnes, 54, pas mal, pas mal. Donc en tout cas, vous pourrez répondre grâce à cette interface. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés, je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Et je vous pousserai en tout cas les questions qui seront directement annoncées par Régis et Élise pour que vous puissiez répondre et voir si oui ou non vous connaissez un petit peu les résultats de l'étude avant nous. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a également un Wi-Fi si vous n'avez pas de 4G, qui est le Yacht de Paris avec SINASAV 2018, le code. Voilà. Si vous n'avez pas de 4G. Merci à tous et petite indication, les collectivités c'est léger. C'est vrai que oui, il n'y a pas beaucoup de collectivités. 0. Il n'a pas voté encore. Et à chaque fois qu'il y aura une petite question, il y aura une petite musique qui annoncera la question pour que vous puissiez avoir un petit peu de temps. On vous laissera à peu près 1 minute à chaque question pour que vous puissiez voter. Je laisse Régis et Élise vous présenter l'étude et puis bonne chance, il y aura peut-être quelque chose à gagner. J'ai dit peut-être. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on les appuie pour la connexion ou...
Alors, on va rentrer en fait dans le cœur de notre sujet. On a 4 grandes questions auxquelles on souhaitait pouvoir répondre et sur lesquelles on souhaitait questionner les citoyens. Le premier thème, c'est un thème de connaissance et de ressenti vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur. Donc là, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'ils savent, comment ils perçoivent cette qualité de l'air intérieur. Pour qu'on puisse le faire de façon assez fiable, on a un questionnaire qui était conçu dans une logique d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on n'attaquait pas d'entrée de jeu en leur disant est-ce que la qualité de l'air intérieur est un problème et est-ce que c'est un sujet important pour vous, mais on avait tout un certain nombre de questions sur est-ce que vous êtes satisfait de votre logement, est-ce que vous vivez bien dans votre logement, est-ce qu'il y a des problèmes et si oui, quels sont-ils, et c'est ce qui nous permettait en fait d'approcher de façon un petit peu plus précise cet enjeu associé au sujet de la qualité de l'air. Donc, pour commencer, dans quelle mesure ont-ils ressenti les effets de la pollution de l'air sur la santé? Et donc là, ce que nous disent les Français, c'est que 38% d'entre eux ont ressenti ces effets, et les principaux effets qu'ils reçoivent, c'est plutôt des effets dans les transports, 26%, les établissements publics, sur le lieu de travail, mais finalement de façon assez faible dans le logement, puisque c'est que 6%. Donc quelque part, on voit déjà pointe spontanément le fait qu'il n'y a pas d'association directe, en tout cas très très forte, à pollution et logement. Pour confirmer ce premier indicateur, donc on leur posait des questions sur les sources de pollution qu'ils identifient. Là aussi, les résultats viennent en confirmation d'autres études qu'on a pu mener, notamment sur la qualité de l'air extérieur également. Mais on s'aperçoit que finalement, les sources de pollution sont plutôt des sources visibles. On va avoir fumée de cigarettes, moisissure, poussière. Certains évoquent quand même l'absence ou défaillance des systèmes de ventilation, mais c'est une réponse qui est rarement citée en premier. Et puis également l'air extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication ces dernières années sur le sujet de la qualité de l'air extérieur. Il y a eu une problématique de circulation alternée il y a un an. C'est des sujets sur lesquels on est beaucoup sollicité. Et donc ils sortent très fortement. Mais pour le reste, il faut avoir en tête que finalement, le grand public, il exprime ce qu'il voit. Et il a finalement assez peu de capacité à s'exprimer sur ce qu'il ne voit pas bien. Et donc, sur la qualité de l'air, est-ce qu'ils se sentent concernés? Globalement plutôt, également, comme tous les sujets de santé publique. Il y a 43% qui disent qu'ils se sentent très concernés par le sujet, 22% à l'extérieur du logement, 31% à l'intérieur. Donc, on se dit, c'est important qu'elle soit bonne chez soi, un peu moins sur le lieu de travail. On va commencer nos interactions avec ce sujet-là. Donc la première question que va vous poser Simon va être une question autour du ressenti qu'ils ont vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur chez eux. Donc la question, selon vous, combien de Français estiment que la qualité de l'air de leur logement est bonne? C'est ça. Alors, donc vous pensez que la bonne réponse est 84%, et vous êtes, oui, une soixantaine à avoir voté, très bien. Ok. On va afficher de l'autre côté, donc sur le transparent qui est là. Alors, je ne sais pas comment vous faites, je vais dire parce que pour le coup, vous êtes pile poil au même niveau de ressenti que les Français. Là, je sais, il y a un truc, c'est bon. Ils ont eu la présentation avant. Donc vous êtes effectivement 44% à avoir trouvé la bonne réponse. La qualité de l'air intérieur du logement, 84% des Français nous ont dit qu'elle était bonne, 11% seulement qu'elle était très bonne. On est plutôt sur du plutôt bonne, puisqu'ils sont 73% à nous dire que la qualité de l'air à l'intérieur de leur logement est plutôt bonne. Donc voilà. Et donc les propriétaires de maisons et les gens qui ont des constructions plutôt récentes sont un peu plus nombreux que les autres
à estimer qu'elle est bonne. Hein. Donc c'est vrai que le premier indicateur qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a le ressenti d'une situation finalement assez positive du point de vue de la qualité de l'air. Et donc on est déjà un peu en décalage par rapport à l'ensemble des études dont nous a parlé en fait le président au démarrage de cette session. On va ensuite vous poser une deuxième question sur le niveau de connaissance qu'ils ont concernant cette qualité de l'air. Combien de Français pensent que l'air est moins pollué chez eux que dehors? Un quart des Français, un tiers des Français ou la moitié des Français? Alors là, oula, vous êtes très très nombreux, vous êtes 79% à nous dire que c'est la moitié des Français. Là, je pense qu'on est un tout petit peu plus loin de la réalité. On va afficher ce que ça donne chez les Français. Alors c'est cet item-là. L'air est moins pollué chez moi que dehors. 33% seulement des Français sont d'accord avec cette affirmation. Donc globalement, on vient conforter le premier indicateur. Hein, les gens ont finalement, dans un monde un peu stressant, l'impression que chez eux, ils peuvent se réfugier et trouver une forme de protection. Hein, et donc c'est vrai que... Alors est-ce que c'est la méthode Coué? Est-ce que c'est aussi le fait de ne pas forcément avoir envie d'affronter la réalité? Ce qui est sûr, c'est que voilà, on est aujourd'hui sur ce sentiment-là. Pour autant... les gens sont conscients que cette qualité de l'air intérieur, elle peut avoir un impact sur la santé. Hein, donc on fait bien le lien qualité de l'air intérieur santé. En revanche, on a l'impression qu'effectivement, on vit plutôt de façon totalement peu stressante chez soi, puisqu'on a l'impression d'être plutôt protégé. On leur posait d'autres questions concernant un certain nombre de pratiques ou d'attitudes. Hein, donc, durant mon absence, j'arrête la ventilation. Là, c'est uniquement 21% de gens qui nous déclarent le faire. Si un appareil de chauffage dégageait du monoxyde de carbone, je serais alerté par l'odeur. Là aussi, c'est uniquement 19%. Les plantes dépolluantes suffisent à épurer l'air intérieur. Là, ils sont que 17% à être d'accord. Je ne peux rien contre la pollution intérieure, 15%. L'encens permet d'éliminer les polluants de l'air, 11%. Si j'ai un système de ventilation, je n'ai plus besoin d'aérer, 12%. Et en hiver, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les fenêtres, 11%. Donc on va dire que globalement, les gens ont une certaine forme de bon sens et de pragmatisme. Hein, sur la plupart de ces questions-là, ils se positionnent majoritairement plutôt en phase avec la réalité. Le seul point sur lequel on a vraiment un gros décalage, c'est finalement ce ressenti de la qualité de l'air chez soi par rapport à l'extérieur. Et donc, pour continuer, en fait, donc toute la première partie, on prenait les informations de façon assez spontanée. Hein, on voulait savoir ce qu'ils savaient sans qu'on puisse les informer. Et donc, on a souhaité à un moment donné leur donner de l'information et les informer des éléments des études de santé publique. Hein, et donc, on leur disait, la qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé publique, 20 000 décès directs par an, plus de 28 000 nouveaux cas de pathologie par an et un nombre d'asthmatiques multiplié par 4 en 30 ans. La qualité de l'air est aussi un enjeu financier pour la collectivité avec un coût annuel de 20 milliards d'euros. Et donc là, la question qu'on va vous poser, c'est d'après vous, combien de gens, comment les Français, selon vous, les Français ont réagi comment à cette information qu'on leur a exposée pendant l'interview? Ils ont été très étonnés, un peu étonnés, pas surpris du tout, ou ils n'y croyaient pas, ils pensaient que c'était faux. J'attends à chaque fois 60 réponses. Déjà, je dis ça. Alors, vous êtes 48% à penser que les Français ont été très étonnés de cette information. On va voir ce que ça donne.
En fait, seulement 19% des Français ont été très étonnés de l'information qu'on leur a soumise, 47% un peu étonnés, et puis on en a un tiers qui était pas surpris du tout, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, pensait que c'était faux. Donc quand on voit ça, en fait on se dit que c'est un peu comme si on refusait de voir la réalité. C'est-à-dire que globalement on pense que la qualité de l'air est bonne, on se dit qu'on, quelque part, il n'y a pas forcément de stress, même si on pense que c'est préoccupant ce sujet-là, et lorsqu'on leur donne l'info, finalement ils finissent par dire c'est pas si étonnant que ça. Donc c'est comme si finalement on essayait de se masquer un peu la réalité. Voilà, donc 2 tiers se déclarent finalement peu étonnés, donc se disent que c'est potentiellement quelque chose qui est une réalité. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, il y en a 43%, lorsqu'on leur pose la question de est-ce que vous avez l'impression d'être bien informé sur ce sujet, il y en a 43% qui nous répondent oui, ce qui prouve que globalement, ils ont le sentiment aussi de ne pas être très au fait du sujet. Et donc là, on va vous poser encore une petite question sur la confiance qu'ils peuvent accorder aux différents acteurs pour les informer sur ce sujet. Alors, en qui les Français ont confiance pour les informer correctement sur la QAI? Les fabricants, le personnel médical, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs, les institutions ou les installateurs ou artisans? Ça devient de plus en plus difficile. À chaque palier. Petite précision, vous pouvez choisir plusieurs. Oui, sur cette question-là, effectivement, vous pouvez en choisir plusieurs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Les associations de consommateurs. Ah oui, vous êtes très nombreux à nous avoir dit que les Français avaient confiance. Les associations de consommateurs, vient ensuite plus en retrait le personnel médical, et puis, de façon beaucoup plus mineure, les institutions, les installateurs ou artisans, seulement 22%, et les organisations professionnelles, 11%. Alors, on va voir ce que ça donne du point de vue des Français. Alors eux, l'acteur en lequel ils ont le plus confiance pour les informer correctement sur la QAI, c'est le personnel médical. On est à 72%, donc ils sont beaucoup plus, ils sont très nombreux à penser ça, beaucoup plus que vous pensiez. Vient ensuite les associations de consommateurs, donc ça vous y attendiez. Alors, on a aussi mis d'autres acteurs que vous n'avez pas soumis ici, mais on retrouve ici à 58% les autres organismes publics en matière de santé, donc vraiment une forte caution des professionnels de santé ici. Les organismes publics en matière d'environnement, 54%. Et alors, les fabricants viennent vraiment en bas de tableau avec 26%, ça c'est quelque chose auquel vous vous attendiez effectivement. Les installateurs artisans, c'est 41%. Donc, on va dire que globalement, il y a une convergence de vue entre ce que vous pensez et ce que pensent les citoyens. Et ce qui est important sur cette question-là, c'est de se dire qui peut porter le sujet, dans un monde où finalement ils sont assez flous sur les contours de l'information qu'ils peuvent attendre. C'est d'abord les associations de consommateurs et les institutions. Alors qu'il faut une forme de légitimité pour pouvoir apporter des réponses sur ce sujet-là. Et donc, effectivement, pour les fabricants, les distributeurs, les organisations professionnelles ou les installateurs, il n'est pas évident a priori que vous puissiez porter le sujet, en tout cas sans la caution ou sans le support des institutions. Et donc ça, pour nous, c'est un sujet, et c'est un indicateur très important. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous êtes amené à développer, il va falloir pouvoir le faire en collaboration et avec le support des pouvoirs publics et ou des associations. Sinon, forcément, les gens vont se dire ils proposent quelque chose, mais c'est dans leur intérêt. Ils veulent me vendre leurs installations, leurs équipements, qui me prouvent qu'ils ont raison. Et dans quelle mesure, finalement, est-ce légitime ou fiable? Et donc, sur cette première partie, ce qu'on peut retenir, finalement, c'est que
La qualité de l'air pour les citoyens, c'est un sujet impliquant. Pour eux, ils se sont concernés. C'est un enjeu de santé publique. Toutes les études qu'on mène sur ces sujets de l'environnement montrent que la santé, c'est une des préoccupations les plus partagées par l'ensemble des Français et plus partagées que notamment le lien à la planète ou le lien aux autres citoyens. Donc un sujet impliquant, mais à aujourd'hui peu préoccupant parce que on a le ressenti d'une qualité de l'air qui est plutôt bonne. On a l'impression d'être protégé chez soi et finalement on se dit que tout va pas si mal que ça et que chez soi on est peut-être un peu plus dans une capacité où on peut se protéger que dans un monde extérieur un petit peu agressif. On va rentrer maintenant dans un deuxième sujet où on va s'interroger sur les pratiques et les équipements en matière de ventilation. Donc globalement, lorsqu'on les interroge sur leur logement, on s'aperçoit que les Français sont plutôt satisfaits ou ont plutôt une bonne perception globale de leur logement. On voit que parmi les différentes thématiques abordées, la qualité de l'air dans le logement, l'aération et la ventilation sont également plutôt des indicateurs qui fonctionnent bien, là où l'isolation reste un sujet de préoccupation. Donc là, c'est vrai qu'on suit ces indicateurs depuis de longues années, et l'isolation, qu'elle soit thermique ou acoustique, est souvent un sujet sur lequel l'offre, en tout cas les propositions, ne sont pas forcément en phase avec les attentes de la population. Et donc les gens nous disent finalement qu'uniquement 38% évoquent des problèmes rencontrés au sein du logement, et donc ce sont des problèmes qui sont plutôt diversifiés, puisqu'on va avoir 17% de gens qui citent d'humidité, 13% d'odeur, 12% moisissure, 11% courant d'air, 9% condensation. On est surtout, encore une fois, sur des problèmes qui sont tangibles, perceptibles, soit visibles, soit perceptibles par l'odorat ou par les courants d'air. On les a questionnés également sur leurs équipements de protection. Les équipements détecteurs de fumée, là on voit qu'a priori la réglementation a l'air d'être plutôt bien suivie. 89% des gens nous déclarent avoir des équipements. En ce qui concerne en revanche les équipements détecteurs de monoxyde de carbone, là pour le coup on est sur un taux de déclaration qui est très faible. On reste que sur des déclarations, c'est important que vous l'ayez en tête. Et donc 14%, la plupart du temps installés par les gens eux-mêmes. Donc ce qui prouve là aussi que le stress autour de ce sujet du monoxyde, il est relativement peu présent, et en tout cas il va toucher des gens qui sont plus préoccupés que d'autres. Et donc lorsqu'on leur pose également la question de l'intérêt de disposer d'appareils de mesure de la qualité de l'air intérieur, mais là les avis sont finalement assez tranchés. 52% nous disent oui, je serais intéressé, donc 10% très intéressés, et 48% ne se déclarent pas intéressés. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on a un taux d'intérêt déclaré qui est plus élevé pour les locataires et pour les appartements, et sachant qu'on va souvent être dans des situations où potentiellement eux subissent des choix qui ne sont pas forcément les leurs et sur lesquels ils n'ont pas forcément capacité à faire des changements très facilement. Mais donc aujourd'hui, cet indicateur-là, il est bien en phase et bien connecté au ressenti d'une bonne qualité de l'air, puisque à partir du moment où ça se passe bien, je n'éprouve pas le besoin de pouvoir mesurer cet indicateur. Ou je préfère peut-être pas savoir en me disant que je vais peut-être découvrir le pire, mais bon, on est un petit peu entre les deux. Lorsqu'on rentre dans les pratiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui est acquis sur ce sujet qui est un petit peu compliqué et diffus, c'est le fait qu'il faut aérer quotidiennement son logement. Et donc 99% nous disent le faire, 66% de tiers déclarent le faire plus de 10 minutes par jour, et puis si on rajoute ceux qui font entre 5 et 10 minutes, on arrive à un taux de 87%. Donc on est vraiment sur un geste qui est acquis, en tout cas en déclaration. Et pourquoi le font-ils? Globalement parce qu'ils ont l'impression que ça va permettre de renouveler l'air à 72%, d'assainir le logement, de réduire l'humidité, d'évacuer les mauvaises odeurs. Donc tout un certain nombre de bénéfices associés et projetés à cette action. Lorsqu'on commence à rentrer plus précisément dans le détail des équipements qu'ils connaissent, on se rend compte que là on va se retrouver sur des connaissances un peu plus limitées. Alors 62% nous disent
connaissent les VMC simple flux, 38% double flux, 60% extracteurs. Donc là, systématiquement, on leur avait mis des petits schémas. Alors, ils ne sont pas forcément très parlants pour des gens qui ne connaissent pas très bien les équipements, hein, mais on est sur des taux de connaissances qui sont pas si élevés que ça. Et lorsqu'on les interroge, cette fois-ci, sur l'équipement dont ils disposent, 71% des Français déclarent être équipés d'un système de ventilation et 88% pour les constructions relativement récentes. Hein, et donc les équipements déclarés, ce qui ne veut pas dire qu'on est vraiment en phase avec la réalité, hein, VMC simple flux, un tiers, 36%, double flux, 11%, 33% d'extracteurs. Et puis donc 29% déclarent n'avoir aucun système de ventilation. Et lorsqu'on les interroge sur leurs intentions d'équipement, ben là on est sur des intentions relativement faibles, mais qui sont finalement corrélées au fait que la plupart sont déjà équipés. On va revenir un peu à nos questions à la salle, et donc on a une question là sur le fait que ça soit obligatoire ou pas d'installer une VMC. Alors, les Français pensent-ils que la ventilation mécanique VMC est obligatoire dans leur logement? Oui ou non? Il y a un piège. Alors là, vous pensez que... alors vous êtes plutôt... Ouais, vous êtes plus nombreux à nous dire non. Ok. Bien, on va voir ce que ça donne sur les Français qu'on a interrogés. 73% des Français interrogés pensent que l'installation de BMC est obligatoire dans leur logement. Alors, on a fait le détail ici, 41% oui pour tous les types de logements, 29% oui mais uniquement dans les logements neufs, 2% oui mais uniquement dans les logements anciens et 27% non. Donc là, on a une perception un petit peu inverse de ce que les Français nous ont déclaré. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a un petit décalage, mais c'est à partir du moment où les Français jugent que c'est utile et pertinent de ventiler, ben, ils vont même jusqu'à imaginer que ce soit obligatoire, et ça laisse penser qu'ils seraient potentiellement prêts à accepter une obligation. Et donc sur ce deuxième sujet, hein, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'aération et la ventilation, c'est acquis. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, c'est utile, ils le pratiquent, et ils sont même éventuellement prêts à accepter l'idée que ça puisse être obligatoire. On va maintenant passer à notre troisième sujet. Hein. Dans quelle mesure, quel ressenti ont-ils vis-à-vis de leur système de ventilation? Et puis dans quelle mesure l'entretiennent-ils, le font-ils contrôler? Alors, je vais vous faire passer la Élise. De nouveau, une question pour la salle. On vous sollicite de nouveau. Les Français sont-ils satisfaits de leur système de ventilation? Alors, vous diriez plutôt oui ou plutôt non? Mais après un avis, si vous voulez, à côté de vous. Oui, c'est possible. Alors là, vous pensez que les Français sont plutôt satisfaits de leur système de ventilation? Je pense que vous avez raison. On va voir ça tout de suite. Ils sont 84% à être satisfaits de leur système de ventilation, 20% très satisfaits et 64% plutôt satisfaits. Donc vous faites du bon boulot, c'est ce qu'on peut se dire, quelque part, en tout cas du point de vue des Français. Alors je sais que vous visez l'excellence, mais bon, on va dire que c'est quand même pas mal, surtout si on se met sur les maisons et les constructions récentes. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder les raisons de l'insatisfaction, et c'est vrai que chaque fois qu'on va avoir des gens qui sont insatisfaits, on est plutôt sur des raisons mécaniques liées à l'équipement que finalement au résultat perçu sur la qualité de l'air intérieur, puisque d'abord trop bruyant, perte de chaleur, courant d'air, hein, et donc on va retrouver finalement nos sujets un peu plus préoccupants qualité de l'air sur moisissure, mauvaise odeur, humidité, un cran un peu en dessous. Donc on va plutôt évaluer au regard de la fiabilité et du fonctionnement des appareils.
de nouveau, on fait appel à vous. C'est la dernière. Oui, c'est la Il faut dernière vous question. donner tout ce qui vous reste là. C'est le moment. Selon vous, combien de Français ont déjà fait contrôler le fonctionnement de leur système de ventilation? 12%, 34% ou 48%? Alors, vous pensez qu'ils sont seulement 12% à avoir déjà fait contrôler le fonctionnement de leur système de ventilation. On va voir tout de suite ce qu'il en est. En fait, ils sont 34%. Vous êtes trompé sur cette dernière question. Ah bon, ça reste, on va dire qu'on est quand même sur le même type de réponse, c'est-à-dire que ça reste faible, un tiers, sachant qu'on est sur du déclaratif. C'est déclaratif. C'est possible aussi parce qu'effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est que entre le système lui-même et juste les bouches d'aération, on peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir en fait un amalgame en tout cas. Et donc lorsqu'ils l'ont fait, ils l'ont fait principalement quand même par des professionnels. On va rentrer un peu dans le détail des équipements pour que vous puissiez visualiser ce qu'ils déclarent avoir chez eux. Hein. Donc la plupart disposent de bouches de ventilation dans les pièces humides, 91%. Que ce soit dans la cuisine, dans les toilettes ou la salle de bain, on est sur des taux très élevés. Ils déclarent nettoyer régulièrement les bouches, hein, donc c'est un peu l'histoire de l'iceberg, c'est-à-dire que finalement, ce que je vois, c'est la bouche d'aération. Là-dessus, j'ai la main, donc je peux avoir finalement des actions. Hein, et donc là, globalement, la plupart, après c'est peut-être un peu surdéclaré, mais voilà, ils ont l'impression en tout cas de faire quelque chose d'utile puisqu'ils touchent ce qu'ils voient. Lorsqu'on regarde ensuite, ici, ça peut être bien, mais ok, si vous pouvez avancer. Voilà. On leur posait aussi d'autres questions sur les équipements d'ouverture et d'aération, hein, donc fenêtres avec grille d'entrée d'air, 68%, c'est-à-dire qu'il y a quand même près de 30% qui ont des logements très hermétiques potentiellement. Et là aussi, ils déclarent faire l'entretien, hein, donc je touche ce qui est visible et accessible. La moitié déclare que les portes de leur logement sont détalonnées, là aussi. On est avec des taux importants de gens qui peuvent être dans des logements très hermétiques. Et 4 sur 10 ont un logement équipé en extracteur, 41%. Lorsqu'on leur pose des questions sur le ventilateur, là on se rend compte que finalement, un tiers ne savent pas où il est. C'est vrai que c'est probablement surtout vrai dans les logements collectifs. Hein. 46% me disent qu'il est dans les combles. Et puis, 43% déclarent qu'ils ont facilement accès à ce ventilateur. Et 44% seulement disent qu'il est visible. Hein. Donc ça pose tout de suite le problème de l'entretien. Parce qu'effectivement, comment entretenir quelque chose qui n'est pas visible, dont on ne sait même pas forcément où il est, c'est forcément une problématique importante, surtout si c'est un moteur une mauvaise qualité de l'air par défaut d'entretien. Ils ne connaissent pas très bien l'ancienneté, ni le type d'appareil, et ils sont relativement peu nombreux à piloter leurs appareils. Et enfin, 57% uniquement, juste un peu plus de la moitié, déclarent entretenir leur système de ventilation, donc c'est relativement faible, et la moitié de ceux qui font l'entretien le font eux-mêmes. Qui laisse penser qu'on n'est pas forcément en droit d'être sûr du résultat. Lorsqu'on leur demande la durée de vie de leurs appareils, ils ont plutôt tendance à surestimer par rapport à la réalité, mais on a vu que finalement ils ne savaient pas tous très bien ce qu'ils avaient, ni où ils étaient installés, et n'étaient pas toujours visibles. Et bon, ils pensent que lorsqu'on fait un entretien par un professionnel, ça permet d'avoir un peu plus de fiabilité que lorsqu'on le fait soi-même, et ça permet également d'augmenter un petit peu la durée de vie de l'appareil. En ce qui concerne les dysfonctionnements, 12%
ont déjà eu une panne, donc là aussi, hein, ça contribue à renforcer le sentiment que tout se passe bien et qu'on n'a pas vraiment besoin d'intervenir, puisque ça remonte. Voilà. Et lorsqu'ils sont en panne, c'est plutôt réparé par des professionnels, hein, donc électriciens, chauffagistes, et plutôt sur des pannes qui concernent des bouches d'aspiration. Donc là aussi, on intervient sur ce qui est visible, ce qui ne veut pas dire que finalement le reste fonctionne bien, mais on n'a pas forcément le ressenti. Et là aussi, ils sont assez exigeants sur les délais de réparation, dès que possible. Et donc, au global, pour terminer, 25% des Français déclarent avoir souscrit ou envisagé de souscrire un contrat d'entretien, pour peu qu'il puisse exister, hein, parce qu'effectivement, dans certains types de logements, ce n'est pas forcément possible, notamment sur tout ce qui va être logement collectif, ce qui correspond à peu près à un tiers des gens qui déclarent être équipés d'un système de ventilation. Donc ce qu'on peut dire sur l'ensemble de ces thématiques liées aux équipements de ventilation, c'est que les Français ne connaissent pas très bien les équipements qu'ils possèdent, ils ne savent pas très bien comment ils marchent, ils sont relativement peu actifs sur le contrôle et sur l'entretien. Et je pense que surtout, ils ne sont pas très informés et conscients des enjeux liés au potentiel dysfonctionnement de ces appareils sur la qualité de l'air. Et donc là, on a, je pense, probablement une piste d'action très intéressante à pousser. Pour terminer, quelques questions sur les autres équipements qui peuvent venir consolider notre approche sur le sujet, et notamment les équipements de chauffage d'appoint. Un tiers des Français déclarent avoir des systèmes de chauffage d'appoint. Et lorsqu'on regarde le type de chauffage d'appoint, là aussi on peut s'interroger sur le potentiel bien fondé de l'utilisation de ces appareils par rapport à la qualité de l'air, hein, notamment poêle à bois, poêle à pétrole, cheminée foyer ouvert. Hein. Donc là on peut aussi se dire qu'on a potentiellement des foyers d'émissions de particules ou de CO2 ou de CO qui peuvent être relativement élevés. Donc là aussi on a un sujet. On n'a pas parlé du chauffage, mais c'est vrai que lors de l'introduction, on parlait des fonds air-bois, et c'est vrai que de plus en plus il y a cet enjeu d'amener les gens à basculer de cheminée ouverte à des équipements au foyer fermé ou filtrés avec une grande performance dans tout ce qui va être le maintien de la qualité de l'air. Enfin, donc, une utilisation encore limitée d'outils de pilotage des installations, donc 48% pour le thermostat d'ambiance, et finalement assez faible pour tout ce qui va être application smartphone ou connexion du chauffage à une société de maintenance. Donc là, on est toute cette partie de smart grid, on est encore finalement sur un équipement et des pratiques assez marginales. Voilà, donc pour terminer, on s'est posé la question de l'homogénéité de la population par rapport à notre sujet. Hein. Donc on a vu, on a des grandes masses, la plupart sont finalement, ont l'impression que tout ça se passe bien, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Globalement, on a fait une typologie et on peut dégager trois grands profils de Français. Le profil le plus fréquent dans la population, ce sont ce qu'on appelle les insouciants ou distanciés. Hein. Donc là, ce sont des gens qui sont plutôt dans une logique où tout se passe bien, j'ai pas particulièrement d'angoisse sur le sujet et j'ai pas forcément envie de rentrer dans le sujet qui pour moi est un faux sujet. 41%, et donc on a fait une petite vidéo pour essayer de retranscrire l'état d'esprit de ces gens. La qualité de l'air chez moi, non, chez moi l'air il est bien, il y a de la pollution, la pollution elle est dehors. Moi je laisse les fenêtres fermées parce que comme ça évite, moi ça évite que les cochonneries de l'extérieur viennent à l'intérieur. En revanche, moi mon souci c'est que c'est pas très bien isolé, donc il fait un peu froid l'hiver, il fait un peu chaud l'été, enfin bon le truc classique, et puis au niveau phonique pareil c'est assez bruyant par rapport aux voisins ou même parfois avec la circulation en bas. Je n'ai pas d'idée parce que j'ai pas l'impression que la qualité de l'air soit liée à
nature de l'habitation dans laquelle je suis. La qualité de l'air est liée à l'environnement urbain, et si je veux une qualité d'air différente, il s'agit d'aller à la montagne ou éventuellement à la mer. Et puis, c'est des investissements aussi de mettre des thermostats, de changer tout le système de radiateur, de changer l'isolation. Pourquoi en fait? Soit ça s'adresse pas à moi, soit c'est un truc qui encourage les travaux sans vraiment penser à l'individu. Voilà, donc ça c'est le premier profil, hein, 40%, c'est vrai que c'est près de la moitié de la population française qui est sur ce registre-là, une forme de détachement et d'insouciance par rapport au sujet. On a ensuite, c'est dans quel ordre? Comme je veux, c'est formidable. Donc on a les stressés dépendants, pour être graduel en fait. Donc là, ce sont des gens qui sont préoccupés par le sujet, mais qui n'ont pas forcément la capacité à faire les choix eux-mêmes, parce qu'ils sont souvent locataires dans des appartements anciens et pas forcément en très bon état. C'est un sujet qui est important pour moi, je suis vraiment sensible. Voilà, notamment parce que chez moi j'ai des problèmes de moisissure, d'humidité dans ma salle de bain, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, on peut le voir derrière moi. La qualité de l'air intérieur, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important, qui a un impact sur la santé. Donc j'essaye vraiment d'y faire attention. J'essaye de faire beaucoup de choses, pas mal de gestes chez moi pour améliorer la qualité de l'air. Voilà. Mais j'aimerais être beaucoup mieux informée et plus informée parce que je suis pas sûre de faire les bons gestes. Voilà. L'autre souci, c'est que mon propriétaire n'est pas forcément prêt à investir, donc je peux pas en faire autant que je le voudrais. Voilà. Et donc le troisième profil, 25%, les gens qu'on a qualifiés de stressés actifs ou précurseurs. Et donc là, on va être sur des gens qui sont conscients du sujet et qui sont à la fois dans des usages et dans des gestes assez réguliers d'aération, mais aussi qui souvent ont investi dans des équipements qui permettent de purifier la qualité de l'air intérieur. C'est un sujet qui est important, même si je suis content de mon logement actuel. Je suis conscient qu'il y a des risques de pollution de l'air intérieur, par exemple la poussière, les moisissures, les acariens. Et d'ailleurs, j'ai des vrais problèmes d'odeur liés à mon poêle à bois qui se trouve dans le salon là-bas. Du coup, ce que je fais, c'est que j'arrive à la maison 5 minutes tous les jours et je laisse la VMC tourner en permanence. Je pense que c'est le meilleur moyen pour renouveler l'air à l'intérieur, tout simplement. Et puis je pense qu'on peut faire confiance à tout ce qui est service médical, service aux consommateurs pour être informé et avoir des bons conseils sur ce sujet. Voilà, donc bon, c'est dans les grandes lignes, hein, mais c'est vrai que voilà, en fait ces trois groupes, on est entre réalité perçue du sujet et de l'enjeu de la qualité de l'air et capacité d'action. Et c'est un peu là-dessus, autour de ces deux grands axes que se structurent nos trois groupes. Pour terminer, donc je vais vous rappeler les principaux enseignements. On a fait une infographie qu'on vous distribuera à la fin de la session, vous pourrez prendre avec vous. On pourra envoyer sur les réseaux sociaux ou diffuser en tout cas sur notre site internet, sur celui du CINASAB, vous pourrez la relayer si vous souhaitez. On fera aussi des petits messages qu'on pourra mettre sur les réseaux sociaux qui sont un peu plus orientés cette fois-ci à la cible grand public, pour qu'on puisse là aussi faire du bruit autour des principaux enseignements de l'étude. Et bien entendu, nous on est BVA disponible si jamais dans les régions ou différents endroits où vous avez besoin d'informations pour qu'on puisse la relayer. N'hésitez pas dans ce cas-là à nous solliciter. Donc sur les principaux enseignements clés de l'étude de notre point de vue, la qualité de l'air, un sujet impliquant mais pas préoccupant à ce stade. Les gens ne sont pas stressés. Donc ça veut dire qu'effectivement sur les stress, il va falloir être capable de leur apporter des pistes de solutions, parce que sinon on va les mettre en situation complexe. Deuxièmement, ce qui est acquis, c'est le fait que l'aération et la ventilation
est perçu comme quelque chose d'utile et qui favorise une bonne qualité de l'air. Donc là, pour vous, c'est un formidable levier pour rentrer dans le sujet, sachant que vous portez la partie ventilation et effectivement, le risque, c'est, comme la qualité de l'air est plus large et qu'embarquer d'autres sujets comme les particules liées aux produits d'entretien, au mobilier, aux peintures ou autres, il faut qu'on puisse rester dans notre sujet ventilation-aération. Donc c'est une condition suffisante, nécessaire mais pas suffisante, c'est ça qu'il faut garder en tête. Enfin, les gens ne savent pas très bien ce qu'ils ont chez eux comme équipement et surtout, ils n'ont pas conscience que la mise en œuvre et l'utilisation des équipements peut générer des besoins d'entretien. Et donc c'est là où il faut vraiment pouvoir faire passer un message en disant c'est bien, vos équipements, vous les avez, vous les utilisez, mais il faut pouvoir les entretenir parce que sinon, ils risquent à terme eux-mêmes, par les poussières qu'ils emmagasinent, ils peuvent pousser des problèmes de qualité de l'air induits, liés au fonctionnement. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces principaux enseignements, ces principaux résultats, avant qu'on passe à la suite. Alors, on n'a pas vu de choses très flagrantes, mais ça fait partie de la déclinaison qu'on va aller regarder. Donc, il y a des différences selon maison et appartement en général, propriétaire et locataire, c'est les deux gros axes de différenciation. On n'a pas vu de choses spectaculaires, mais pour le coup, il faut qu'on le regarde en détail. Et ça fait partie de la suite des travaux. Donc, on pourra vous communiquer des synthèses pour chacune des grandes régions, avec la mise en évidence des différences d'une région à l'autre. Oui. Ah ouais, donc Jean Gatier, plan bâtiment. J'ai une question un peu aussi pour les gens qui participent à la réunion. Je suis surpris quand ça reste très qualitatif. Les gens disent 5 minutes, 10 minutes, ça va pas. Donc qu'est-ce que les gens dans la salle pensent de l'intérêt d'avoir plus d'outils de mesure à la disposition des particuliers, de compréhension et de mesure? Rouge, vert, jaune, je veux qu'ils comprennent ça va pas, et en l'objectivant. Je sais pas qui veut répondre. Enfin, ce qui est sûr, c'est que du point de vue du particulier, aujourd'hui, il y a cette espèce de flou et on se dit finalement, je préfère me dire que tout va bien et j'ai pas tellement envie d'avoir des outils. Maintenant, c'est vrai que si on a des outils, c'est probablement on fait rentrer le sujet. Alors après, il faut être capable de les lire et de les interpréter. Et je ne sais pas qui du CINESA peut répondre à ça. Est-ce que vous voyez un intérêt à ce qu'il y ait des instruments de mesure à la disposition des particuliers? Bien évidemment, je vais justement en parler un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'un instrument ludique simple d'utilisation pour vraiment alerter, je dirais, l'habitant de sa qualité d'air à l'instantané ou sur une moyenne journalière. Je pense que c'est du matériel. Alors, il en existe aujourd'hui déjà, mais ça reste un peu confidentiel avec le taux d'humidité, les températures, voilà. Mais on peut, je pense, pousser plus loin. Et je pense qu'il faudrait demander l'avis à nos partenaires fabricants. Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oui, bonjour, Pierre Créveillé de la société Aldes, donc un fabricant de systèmes de ventilation. Juste pour vous dire qu'effectivement, on a de plus en plus d'industriels qui aujourd'hui développent des produits auxquels seront associés une mesure en temps réel du niveau de qualité de l'air intérieur, avec un certain nombre de polluants de l'air intérieur qui seront caractérisés et qui permettront effectivement aux occupants des logements d'avoir une vision précise de où ils en sont en matière de qualité d'air intérieur. Ce qui explique aussi que parfois dans les résultats de l'étude, il ressort le fait que ils ne sont pas tellement préoccupés parce que ils en ont une connaissance limitée. C'est souvent une impression. Et finalement, ces systèmes de détection, de caractérisation de la qualité de l'air intérieur, ils sont directement reliés aux équipements de ventilation
et y permettre une gestion efficace de cette qualité d'air, de manière à ce que quand il y a une pollution plus spécifique ou plus importante qui est détectée, les systèmes se mettent en mode remédiation, et ce qui permet de ramener les niveaux à des concentrations de polluants satisfaisantes. Et c'est un bon moyen aussi, je pense, complémentaire qui va pouvoir flécher finalement quels sont les besoins en matière d'entretien, puisqu'on sera en capacité à la fois de faire de la maintenance prédictive sur les équipements, et puis quand malgré cette maintenance, on a des niveaux de pollution qui ne sont pas satisfaisants, cela montrera qu'effectivement il y a un problème sur les équipements, et c'est là où nos partenaires du CINASAV pourront effectivement rentrer en action pour que on ait une caractérisation du problème et une résolution efficace et rapide. Oui, il y a Pascal Roger, FEDEM. Moi, il y a un chiffre qui m'a impressionné dans votre étude, c'est que 3% de gens disent qu'ils sont connectés en fait par un système IT avec leur société de maintenance et d'entretien pour le chauffage. Et quand même, le chauffage est sans doute, pour pouvoir connecter des gens à leur société de service, le premier vecteur, c'est sans doute le chauffage. Et une fois qu'on a la connexion, on peut sans doute rajouter d'autres éléments à l'avenir. Déjà, il y a peu de gens finalement, il y a une minorité de gens qui ont des contrats d'entretien sur leur système de ventilation, traitement de l'air. Alors que quand même, il y a plus de 60% des gens qui ont un contrat d'entretien sur le chauffage, avec en plus un retour immédiat, c'est que si on était capable effectivement de suivre à distance, on pourrait quand même de temps en temps identifier des endroits où il y a une surconsommation énergétique, et donc il y aurait une rentabilité quelque part sans doute à ce type de système. Oui, juste un point complémentaire, c'est que je pense qu'il est effectivement important de développer des appareils de mesure, mais il faut, dans le même temps qu'on les développe, sans doute aussi penser à l'information qui doit suivre. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats de ces études, de quelle manière, comment on les interprète, et quelle est l'action que doit mener du coup la personne qui constate ces résultats pour pouvoir revenir à des normes satisfaisantes. Donc je pense qu'il faut associer les deux dans les actions qu'on peut mener dans ce domaine. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, là-bas. J'avais plutôt une remarque par rapport à ce que vous disiez il y a quelques instants. C'est si vous prenez le système Netatmo, par exemple, j'ai aucune action chez Netatmo, mais le système Netatmo qu'on peut installer, station météo, on va dire à peu près 150 €, qui est installé à l'intérieur de chez soi et qui donne un niveau de CO2 qui donne un niveau de confinement finalement de la pièce. Et ce système-là donne des alertes en fait sur son smartphone en disant faut ouvrir les fenêtres, en gros faut aérer si jamais on arrive à des niveaux assez élevés. Donc là il y a déjà les solutions qui sont apportées. C'est pas uniquement une valeur qui est donnée au grand public, parce que sinon ça ne servirait à rien, mais c'est plutôt déjà les instructions en disant attention, on arrive dans une zone verte, orange ou rouge en fonction de la qualité de l'air intérieur. Et ce système-là, c'est pour ça que je voulais savoir, vous n'avez pas du tout interrogé pour savoir ceux qui étaient équipés de systèmes comme ça, parce que je crois que Netatmo en a vendu quand même un certain nombre en France en tout cas, et je ne sais pas finalement à quel pourcentage ça correspond. On n'est pas allé plus loin que les derniers éléments que je vous ai montrés. Bon, on voit 3% sur les taux de connexion. Alors, beaucoup par rapport à l'ensemble de la population, ça reste, à mon avis, probablement encore très faible. Ça ne veut pas dire que ça ne se développe pas vite, hein, mais c'est sûr que, en tout cas, on n'a pas posé la question. Alors, donc je vous propose maintenant de faire une petite pause, hein, c'est ça. Et puis ensuite, Éric Singler viendra nous parler de comportement et nous donnera des pistes également complémentaires par rapport à ce qu'on a vu sur le sujet.